Bonjour chers téléspectateurs de la télévision du marketing. Aujourd'hui nous recevons M. Daour Diop. M. Diop, directeur général de l'IPE. M. Diop, bienvenue sur la télévision du marketing. Veuillez vous présenter à notre public. Merci M. Seck. Pour me présenter, je dirais seulement que je suis spécialiste du marketing. Je suis également gestionnaire de formation et pratiquement aussi depuis 1991, j'évolue dans le domaine de la gestion. Voilà pour être bref ce que je peux vous dire en termes de présentation de ma modeste personne. Merci M. Diop. L'émission également doit permettre aux gens de connaître votre institut, l'IPE. Pouvez-vous nous présenter l'Institut professionnel de l'entreprise? L'Institut professionnel de l'entreprise est une école d'enseignement supérieur créée en 2004 et qui a pour vocation de former des produits qui soient opérationnels. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que de par notre approche, nous partons des besoins des entreprises pour les traduire en programme de formation. Et pour cela également, nous nous appuyons essentiellement sur des praticiens, des gens qui évoluent en entreprise pour pouvoir dérouler normalement, correctement nos enseignements. Et je peux dire que quelque part, c'est ce qui fait la force de l'IPE. Je crois également que vous formez des étudiants en marketing. Tout à fait. Première question, qu'est-ce que le marketing? Disons, pour être très simple, le marketing peut être assimilé à une démarche, un état d'esprit, une façon de faire, qui consiste à identifier d'abord les besoins et les attentes de la clientèle pour chercher par la suite à les satisfaire. Parce que la chronologie est importante. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait? Je peux dire qu'on mettait le client, le consommateur, devant le fait accompli. On fabriquait le produit pour chercher par la suite à le lui vendre. Et la conséquence est que, disons, le client n'était pas tout le temps satisfait. Et en termes d'équilibre aussi entre l'offre et la demande, il y avait des problèmes, soit de pénurie, parce que l'offre est inférieure à la demande, ou une situation de surproduction, où la demande est, disons, inférieure à l'offre des entreprises. Donc c'est pour pallier à tout ça, effectivement, que le marketing a été créé. Ou l'on peut dire également que le client est au centre de toutes les préoccupations de l'entreprise. On peut même se permettre, excusez-moi, on peut même se permettre de dire, pour de façon succincte, résumer, dire que quand on parle de marketing, l'entreprise propose, mais le client dispose. Ça signifie quoi? Ça signifie que le dernier mot lui revient. Merci. Dans votre première définition, j'ai entendu le concept de besoin. Le besoin peut être défini comme un état de manque, de nature physique ou psychique, et qui crée par conséquent une situation de déséquilibre. Raison pour laquelle on va créer des produits, on va créer des désirs qui seront des solutions pour satisfaire cet état de manque, c'est-à-dire ce besoin.
Merci. Qu'est-ce qu'un désir? Nous disons que le désir, c'est un moyen spécifique ou privilégié. Si vous voulez, en d'autres termes, un désir, c'est une alternative, un moyen, une possibilité qui s'offre à nous pour solutionner les problèmes, c'est-à-dire les besoins. Voilà. Donc nous pouvons dire que le désir, c'est le moyen privilégié pour satisfaire un besoin. Tout à fait. Dans la littérature marketing, on voit également que les auteurs tentent de classifier le concept de besoin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la pyramide de Maslow? Bon, disons, ce grand auteur du nom d'Abraham Maslow a classé donc les besoins qu'un individu peut être amené à rencontrer en 5 catégories. Il parle d'abord donc des besoins physiologiques qui tournent autour des préoccupations liées à la survie de l'individu: manger, boire, se vêtir, se loger. Maslow nous dit qu'une fois que ces besoins sont satisfaits de façon naturelle, une deuxième catégorie de besoins apparaît. Après, besoin de sécurité. Donc c'est un manque qui apparaît en termes de protection. L'individu souhaite se protéger. Et d'ailleurs, en transposant même donc la pyramide dans le domaine de la gestion des ressources humaines, se pose le problème de la stabilité de l'emploi. Donc, parce qu'effectivement, quand vous n'avez pas un emploi stable, vous êtes dans une situation d'insécurité. D'insécurité professionnelle, mais aussi d'insécurité financière. Troisième type de besoin, après le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance. L'individu, en un certain moment, souhaite s'identifier à un milieu, à un environnement, à un groupe, à une classe sociale. Et cela est d'autant plus important, effectivement, que lorsque même un individu change de profession, il change de classe sociale. Et par conséquent, il peut être amené à recourir à des types de produits, de biens bien déterminés pour montrer son appartenance à une classe sociale. Après les besoins d'appartenance, il y a les besoins d'estime, qu'on peut être également amené à considérer comme étant des besoins égoïstes. C'est-à-dire où l'individu essaie de mettre en exergue sa personne. Il souhaite être estimé, considéré par les autres. C'est comme s'il cherchait à ce qu'on lui manifeste une gratitude, une reconnaissance. Et cela est extrêmement important. Parce qu'un individu peut être amené à faire de la philanthropie. En réalité, ce qu'il cherche, c'est, disons, l'estime des autres. Alors que quelqu'un qui ne comprend pas son geste, son comportement, peut être amené à le considérer comme étant quelqu'un d'irrationnel. Alors qu'en réalité, il est en train de chercher à satisfaire un besoin qui apparaît aussi de façon innée, de façon naturelle. Raison pour laquelle il m'arrive souvent de dire qu'il faut être prudent dans les appréciations que l'on fait des autres. Quelquefois, ça peut être à tort. Parce que le jour où on se mettra à la place de cette personne-là, on peut être amené à faire des gestes similaires ou de prendre des décisions similaires. Le cinquième type de besoin? Les besoins de réalisation.
ou d'accomplissement, à travers lesquels l'individu montre, excusez-moi, sa capacité à pouvoir entreprendre quelque chose et à le réussir. C'est important, parce que quelqu'un disait effectivement, quand un individu arrive au besoin de réalisation, c'est comme s'il s'était libéré, affranchi. Parce qu'effectivement, il peut tenter à vouloir montrer son autonomie. Parce qu'on ne peut pas parler d'indépendance, parce que l'individu n'est pas indépendant. Donc, effectivement, il en fait un challenge, un défi. Il montre qu'il a les compétences, les capacités qui puissent lui permettre de faire face, si vous voulez, à n'importe quelle situation, à n'importe quelle entreprise. Et s'en sortir avec succès. Voilà un peu, disons, comment Maslow, effectivement, a classé ce type de besoins. Naturellement, quand on fait du marketing, ce n'est pas pour rien que dans le domaine du marketing, on initie les étudiants à ces différents types de besoins. Parce que quand l'individu est en face d'un produit, nous l'avons dit, c'est pour trouver une solution, la réponse à un besoin qu'il éprouve présentement. Parce que quand quelqu'un achète une voiture, attention, il peut l'acheter pendant qu'il est en train de satisfaire un besoin de sécurité. Et certainement, cette voiture-là ne sera pas une voiture de luxe. Il choisira au moment, disons, de satisfaire un besoin d'appartenance. À ce niveau aussi, il y a des gens qui confondent besoin et motivation. Qu'est-ce qui différencie les deux concepts, le besoin et la motivation? Disons, la motivation, c'est une force qui vous pousse à agir. Maintenant, quand il y a un besoin, ce besoin-là, je veux dire plus précisément la satisfaction de ce besoin, va nous pousser ou va nous motiver à chercher les produits devant nous permettre de satisfaire donc le besoin. Donc déjà, en termes de chronologie, nous pouvons dire qu'il ne peut pas y avoir de motivation sans besoin. Donc le besoin précède la motivation. Quelqu'un s'est permis même de dire, je m'en souviens bien, donc de dire que la motivation c'est un état de tension. Tension parce que effectivement quand l'individu éprouve un besoin, il peut être amené à être sous tension. Parce qu'il est en situation de déséquilibre. Et tant que ce besoin-là n'est pas satisfait, il ne revient pas à une situation normale. Donc, la motivation, c'est ce qui va nous pousser à franchir le Rubicon pour manifester de façon explicite le besoin. Parce que tant qu'il y a motivation, tant qu'il n'y a pas motivation, effectivement, je peux dire qu'il ne peut pas y avoir au finish une décision d'achat. Il y a certains auteurs qui parlent de motivation oblative, motivation hédoniste, motivation d'auto-expression. Pouvez-vous nous éclairer sur ces trois concepts? Oui, ce sont des types de motivation qui s'appuient essentiellement sur les sentiments des individus. Ou en tout cas, disons, ce qui pousse réellement à ce que l'individu soit amené à vouloir satisfaire un besoin. Je prends un exemple. Quelqu'un peut être animé par le désir d'aider quelqu'un. J'ai parlé tout à l'heure donc de philanthropie.
c'est quelqu'un qui va chercher à faire plaisir. Par exemple, quand vous achetez un gâteau pour faire plaisir, il y a une motivation particulière qui va vous pousser à, disons, à acheter le gâteau. Quand quelqu'un aussi se permet effectivement de montrer son appartenance à une classe sociale, il y a une motivation particulière aussi qui peut être amenée effectivement à éprouver le besoin. Donc, quel que soit donc, le type de besoin qu'il y a, effectivement, il y aura une façon particulière de procéder pour que ce besoin-là donc, soit satisfait. Soit pour être beaucoup plus donc, terre à terre, voilà un peu ce qui tourne autour de ces trois types de motivation, pour ne pas être long, que vous avez, disons, donc énumérés. Joy